Certains qualifient les tests généalogiques de tests récréatifs. Si c'est véritablement récréatif, je ne vois rien qui interdise de le rendre accessible à tous. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racines et récits qui, une fois n'est pas coutume, ne reçoit pas un professionnel de la généalogie, mais un amateur éclairé, qui va nous parler non seulement de sa passion pour ce métier, mais aussi de son actualité politique autour du débat sur l'éventualité de la légalisation des tests ADN à visée généalogique. Je peux vous dire qu'il est aujourd'hui sénateur de Seine-et-Marne, membre de la commission des finances du Sénat, et qu'il a été président du conseil général de ce même département. Je ne citerai pas tous ses mandats actuels et passés pour ne pas trop charger cette introduction, et je conclurai en précisant qu'il est descendant collatéral d'un général du Premier Empire qui s'est particulièrement distingué lors du passage de la Bérésina le 26 novembre 1812. Vincent Eblé, bonjour. Bonjour. Et je salue mon camarade de micro, Greg Wolf, généalogiste professionnel et responsable des relations extérieures de l'U-Projet, qui se joint à moi aujourd'hui pour interroger notre invité, et particulièrement, notamment, sur le débat autour des tests ADN dont il est un fervent défenseur. Greg Wolf, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour monsieur le sénateur. Alors Vincent Eblé, un grand merci pour votre participation à notre émission et qui nous conduit aujourd'hui à échanger avec vous dans ce lieu prestigieux qu'est le Sénat. Donc merci de nous accueillir chez vous, monsieur le sénateur. Et ma première question va d'abord porter sur votre passion de la généalogie, parce que vous êtes un passionné de la généalogie. Alors, comment est née cette passion et est-ce que le personnage de votre aïeul en est la cause ? Oui, c'est une passion, je dirais, familiale, puisque j'ai la chance d'avoir tant du côté paternel que maternel, des ancêtres ou collatéraux qui ont réalisé des travaux de généalogie, d'histoire familiale, en laissant parfois des traces importantes. Mon grand-père paternel, Adrien Eblé, a laissé une série de 4 ou 5 cahiers manuscrits, rédigés dans l'entre-deux-guerres, j'imagine, une toute petite écriture, avec parfois des tableaux dépliants, avec des descendances généalogiques. Donc c'est une mine absolument incroyable, qui peut remonter jusqu'au 15-16e siècle, sans aucune source malheureusement. À l'époque, on ne sourçait pas beaucoup ce type de travaux, mais un travail assidu de relecture et de complétude me permet de confirmer que ce travail est tout à fait sérieux, à quelques exceptions près. J'ai trouvé des choses un peu amusantes sur lesquelles nous reviendrons peut-être. Je dirais du côté maternel, un frère de maman était généalogiste et a lui laissé des cahiers un peu plus tardifs, dactylographiés dans les années 60, je dirais, qui sur mes étagères, bien reliés, font au moins une 50aine de centimètres. Donc, dictionnaire, familial, avec de nombreuses informations, bien sûr sur l'état civil, mais aussi souvent biographiques. Donc, je suis né dans cette réalité, dans cette ambiance familiale. Alors évidemment, la figure du général d'Empire Jean-Baptiste Eblé, qui a une statue rue de Rivoli, son nom gravé dans les piliers de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, une rue dans le quartier des Invalides. C'est une figure un peu majeure, et en plus elle a cette qualité de porter le même patronyme. Donc évidemment, quand on s'intéresse à l'histoire familiale, la lignée patronymique, elle est extrêmement puissante. Elle est souvent plus puissante, que les autres branches de la
l'ascendance, même si généalogiquement, elle ne l'emporte pas, mais du point de vue de l'image, elle l'emporte. Et il est fréquent encore aujourd'hui que, compte tenu du nom que je porte, on m'interroge en me disant « Mais avez-vous un lien avec le général Éblé ?» Donc évidemment, c'est une fierté. D'ailleurs, mes parents, quand j'étais enfant, nous disaient « Votre ancêtre, le général Éblé ». Alors en fait, c'est un ancêtre collatéral, puisqu'il s'est marié tardivement, il n'a eu que 2 filles, et il n'y a pas de descendance, Éblé, du général Jean-Baptiste Éblé. Nous descendons d'un de ses neveux, général lui-même, mais sous le Second Empire. Donc l'essentiel de ma famille, c'est la descendance de Charles Éblé, neveu de Jean-Baptiste. Bon, alors ça c'est très clair. Et là, vous avez fait un travail colossal, personnel. Vous nous avez montré tout à l'heure, en préparant cette émission, une base de données absolument incroyable que vous avez constituée vous-même. 240 000 individus, tous jointifs par lien de sang, de filiation, ascendance, descendance ou d'union. Et à partir de ces unions, je ne m'interdis, aucune remontée. Donc quand il y a plusieurs mariages, etc., et des ascendances de personnes alliées, des alliances familiales, ça constitue très rapidement une base extrêmement importante, donc qui pour ma part s'établit aujourd'hui autour de 240 000 individus, dans lequel il y a évidemment beaucoup de personnages célèbres, de notabilité, donc ça c'est particulièrement intéressant, parce que d'une certaine façon la généalogie, on peut se le dire, enfin pour les amateurs, la stricte arborescence de dates et de lieux de naissance, mariage, décès, auxquels on peut ajouter les baptêmes, les sépultures, etc. Même avec des lieux, même avec les communes, ça ne raconte pas grand-chose en soi, c'est un squelette. Mais c'est à partir de ce squelette qu'il est intéressant de faire revivre ces personnages avec la question, des carrières, des professions, des lieux qui ont été habités, etc. Donc il faut que ces personnages renaissent, grâce à un travail de recherche. J'allais dire un travail de documentation, et j'imagine que vous n'avez pas seulement effectivement relevé des dates et travaillé sur bien sûr, des beaucoup d'autres choses. Ça commence quand on a une famille comme la mienne, qui est à la fois nombreuse et qui est très riche. C'est aussi les ressources, dans le cadre familial. Moi, j'ai la chance d'avoir pu hériter, d'une documentation familiale tout à fait exceptionnelle. J'ai des centaines, sans doute des milliers même, de faire-part, dont les plus anciens remontent aux années 1830. Donc évidemment, c'est à la fois une mine d'informations, mais c'est particulièrement intéressant. Puis quand il y a des personnages qui ont marqué la grande histoire, on crée ce lien et on retrouve dans la littérature, moi je trouve des mentions, d'Éblé dans Victor Hugo, dans Honoré de Balzac, dans Chateaubriand, etc. On contextualise, exactement. Absolument. Alors, moi, c'est une grande coïncidence. J'ai été à l'école en Moselle, à Saint-Jean-Rohrbach, où est né justement votre illustre ancêtre. Et en face de l'école, il y a en plus un buste qui le représente. Moi, je ne connaissais pas le buste de la rue de Rivoli dont vous parlez. Je connais le buste à Saint-Jean-Rohrbach. Est-ce que vous avez fait des recherches particulières le concernant, généalogiques ? Est-ce que vous êtes rendu sur place pour Oui, bien sûr. Plus, bien sûr. Je suis allé à Saint-Jean-Rohrbach avec mon père il y a un certain nombre d'années, donc je connais, le lieu. La maison natale, malheureusement, a disparu à l'occasion du second conflit mondial, la Seconde Guerre mondiale. Mais il reste une plaque du souvenir français qui a été déplacée et qui est sur une maison plus récente, la maison d'origine ayant disparu. Oui, bien sûr, on a quelques éléments et un petit peu d'ascendance, dans ce village lorrain. Vraisemblablement, la famille Éblé s'y est installée alors qu'il est probable qu'elle venait d'Allemagne. Et d'ailleurs, la langue, la plus couramment usitée lorsque Jean-Baptiste Éblé était enfant, c'est un dialecte allemand, mosellan, donc tout ça est bien marqué d'une ambiance un peu germanique. D'accord. Est-ce qu'on pourrait faire une parenthèse sur un acte que j'ai cité en début d'émission, un acte prestigieux de votre ancêtre, qui est le passage de la Bérésina, auquel il a participé
Parce que dans l'esprit des Français, souvent, lorsqu'on parle de la Bérésina, on pense à une défaite, on pense à une catastrophe. La Bérésina, vous allez nous le dire, est une victoire française. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour ma famille, sur... c'est même un titre de gloire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'impact qu'a eu votre ancêtre sur ce passage de la Bérésina? Oui, alors, c'est très puissant parce que l'image de la campagne de Russie et singulièrement du franchissement de la Bérésina est restée présent dans les mémoires tout au long, du 19e et du 20e siècle. Et donc c'est vraiment l'élément marquant de la carrière de Jean-Baptiste Éblé, qui pourtant est une carrière importante, puisqu'il a fait campagne d'Espagne et du Portugal, il a été ministre de la guerre de Jérôme Bonaparte en Westphalie, sans doute en raison de sa maîtrise que j'évoquais tout à l'heure de la langue allemande. Dès les guerres révolutionnaires, Éblé, engagé dans l'armée du Rhin, est gouverneur de Magdebourg. Là encore, vraisemblablement en raison d'une certaine maîtrise linguistique. Enfin, c'est une hypothèse, mais je pense qu'elle est à peu près certaine. Et donc, la Bérésina, quelque chose d'absolument extraordinaire. Malheureusement, à défaut d'y mourir sur le lieu même, il va mourir quelques semaines seulement après. Les historiens du 19e disent des fatigues de la campagne. Cela veut tout dire. En fait, ce sont, les grands froids de la campagne de Russie qui l'ont tué, alors qu'il était encore relativement jeune, enfin dans ses cinquantaine d'années. Donc, il est mort à Königsberg. Alors, j'ai une petite question parallèle. Est-ce que dans tous vos travaux de recherche, il vous est arrivé de faire appel à un professionnel, un généalogiste professionnel? Alors, je prêche pour ma paroisse, mais... Oui, j'imagine bien. Non, je ne le pense pas. La matière dont je disposais était déjà tout à fait conséquente et importante. Donc je fais un travail qui pour partie est un travail traditionnel de recherche d'actes et de pièces d'archives qui viennent illustrer, les membres de ma nombreuse famille, mais je n'ai jamais franchi le pas d'aller demander à un professionnel, si ce n'est par relation, qu'on pourrait qualifier d'amicale, avec Christiane, qui est généalogiste professionnelle. Et qui est notre présidente. Qui est votre présidente, et qui est seine-et-marnaise comme moi, et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer à quelques reprises, et qui m'a un peu tenu la main sur un certain nombre de travaux de recherche, et m'a accompagné, m'a conseillé, mais de façon formelle, je n'ai jamais signé de contrat. La généalogie est une des grandes passions des Français. Lorsqu'on fait un classement des activités extra-professionnelles des Français, la généalogie arrive quasiment en tête de ces hobbies. Et quel regard vous portez justement sur cette grande passion des Français qu'est la généalogie? Moi, je trouve ça intéressant que chacun puisse aller puiser dans ses origines, une meilleure reconnaissance de l'histoire, parce que finalement c'est ça. On dit la petite et la grande histoire. Mais moi, je ne sais pas positionner une frontière, entre petite et grande. Tout ça, c'est juste la même chose. Surtout, évidemment, quand on croise des personnalités, qui ont une certaine notabilité ou qui ont eu une vie tout à fait extraordinaire. Alors, c'est le cas, par exemple, des officiers supérieurs, les carrières militaires. Christiane t'en parlait tout à l'heure, elle est d'ailleurs un peu spécialiste de ces questions. Ça, c'est juste formidable, parce que, l'armée a beaucoup conservé, les parcours, mais pas uniquement. Si vous avez une carrière de fonctionnaire des finances, vous retrouvez un magistrat, etc. Vous avez l'évolution de carrière, les avancements, tout ça, la carrière professionnelle, on arrive assez facilement à la reconstituer. Après, la question, des patrimoines, c'est une question tout à fait intéressante. On va y venir d'ailleurs sur ce sujet-là. Avec les lieux, oui, on va y venir. Les inventaires après décès, les contrats de mariage, ça c'est tout à fait formidable. Donc quand on identifie les notaires, c'est pas très compliqué. Et tous ceux qui ont eu des décorations aussi, on peut les chercher. Ils sont même en ligne pour beaucoup. Les dossiers de Légion d'honneur ou de décoration militaire. C'est pas un élu de la République que je vais apprendre que la richesse administrative de la France est absolument exceptionnelle et sans doute formidable. Un des pays qui offre
Oui. le plus d'accès à ces archives? Bien sûr, déjà pour l'état civil. Déjà pour l'état civil. Par rapport à beaucoup de pays. Moi, j'ai des amis, je dirais, qui n'ont pas une ascendance comparable à la mienne, et moi franco-française. C'est parfois très très compliqué, dès qu'on part un peu à l'étranger, de retrouver les traces. Après, les difficultés liées à la maîtrise de la langue, etc. Mais c'est certain que la France, c'est une richesse exceptionnelle. Et c'est important, Et on y reviendra, et accessible. voilà, que aussi, je dirais, les pouvoirs publics fassent l'effort, je dirais, de consacrer les moyens minimums pour que, je dirais, les archives soient convenablement conservées, qu'elles soient triées, qu'elles soient consultables. Justement, c'était aussi une de nos questions, Vincent Eboué. Quand on voit, je dirais, la baisse des ressources de l'État, quand même la difficulté aujourd'hui du financement et des ressources budgétaires de la nation, est-ce qu'on ne peut pas un peu s'inquiéter justement de ces travaux de mise à disposition d'archives, de ces conservations? Oui, bien sûr. Maintenant, il y a aujourd'hui des techniques, je dirais, qui peuvent être coûteuses au départ, mais qui sont aussi économes sur le long terme. Vous savez, j'ai l'expérience d'avoir été président de la Seine-et-Marne pendant 11 années. 28 ans élu départemental, dont 11 années de présidence. J'avais donc une responsabilité dans les différentes compétences des départements en France, qui est la compétence de gestion des archives départementales en l'occurrence. Et c'est quand j'étais président que nous avons mis en ligne à peu près 3 millions d'actes d'état civil sous ma présidence. Je dois vous dire que du jour où ces documents essentiellement d'état civil au départ, ont été rendus communicables en ligne. Nous avons vu la fréquentation physique des chercheurs dans les salles des archives départementales à Damary-Lélis en l'espèce baisser de façon considérable, et nous avons donc pu faire des économies sur le fonctionnement de notre, en tout cas de la part de la restitution au public de ces archives. Alors il y a toujours le travail de classement en continu pour tout ce qui arrive. Voilà, il y a la construction des locaux qu'il a fallu agrandir, parce que voilà, c'est lourd. Mais on a eu une baisse. J'avais une critique assez classique de mon opposition politique sur les dépenses de communication, considérant qu'elles étaient superflues. Je leur avais signifié que dans les dépenses qu'ils qualifiaient de communication, il y avait les dépenses du site internet et que donc il y avait du service public, et en particulier celui de la communication des archives, et que c'était un très grand service que de permettre depuis l'autre bout de la planète à 3h du matin de venir consulter des registres d'état civil, alors que sinon il faut venir aux heures dites, réserver à l'avance les registres et les compulser en salle de lecture, donc c'est pas exactement le même service. Donc tout ça évidemment était dans la dépense, mais aussi dans une forme d'économie, je dirais, de moyens. Donc, voilà, je suis évidemment totalement favorable à ce que l'on maintienne, je dirais, l'effort du ministère de la Culture en matière de conservation et de communication des archives publiques. Il y aurait des efforts à faire, par exemple, sur les archives d'outre-mer. Et je dirais, il y a de la dépense. Le site de Pierrefitte a été convenablement financé. Il fait l'objet, je dirais, d'une extension qui était devenue nécessaire. Donc tout ça est globalement à peu près pris en charge. On pourrait évidemment faire mieux, mais on le disait tout à l'heure, il y a aussi de nombreux pays qui font infiniment moins bien. Voilà. Donc voilà, on ne va pas se lamenter sur notre réalité. C'était pas l'objet, c'était effectivement la question de maintenir le niveau de compétence et le niveau de disposition. Il le faut, et c'est une dépense, je dirais, tout à fait utile. Alors, dans nos discussions préparatoires, nous avons découvert que vous êtes aussi un grand spécialiste du bâti, un amoureux des vieilles pierres. Vous avez d'ailleurs exercé des fonctions liées à l'urbanisme, mais aussi aux monuments historiques et à l'archéologie préventive, sans oublier la Fondation du patrimoine, dont vous êtes, je crois, sans faire d'erreur, membre du conseil d'administration depuis 2012. Alors, est-ce que justement, dans vos propres recherches généalogiques familiales, vous avez également consulté les archives, j'allais dire, liées aux demeures de vos ascendants
Est-ce que c'est quelque chose qui vous a... Oui, bien sûr. Vous en avez parlé un petit peu déjà. Bien sûr. J'ai d'abord constitué petit à petit une bibliothèque importante sur le patrimoine français, dans lequel je puise beaucoup d'informations sur, je dirais, ces longues lignées généalogiques historiques, aristocratiques ou de notabilité qui détiennent ces propriétés. Je n'aime rien moins que d'aller à la recherche des connexions entre l'arborescence généalogique et je dirais les propriétés. Ça, c'est très intéressant, c'est assez peu fait, bizarrement. Je dirais, et je trouve que c'est intéressant dans l'esprit de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que, je dirais, ce qui est intéressant, c'est de faire revivre ces personnes, et quelle est la meilleure façon de les faire revivre que de les replacer dans les lieux où elles ont vécu, qu'elles ont habité, et de voir, je dirais, les efforts qu'elles ont pu elles-mêmes consacrer pour agrandir, transformer, modifier, moderniser telle ou telle propriété, tel petit château, manoir, ou même de propriétés beaucoup plus modestes de province. Et donc, il est certain qu'on trouve, je dirais, par exemple, dans les archives de cadastre, etc., des éléments qui permettent de mieux comprendre, je dirais, l'histoire de ces propriétés foncières immobilières et l'histoire de ceux qui les ont habitées. Donc voilà, tout ça, c'est le même mouvement. D'ailleurs, la passion que vous dites m'habiter en matière d'intérêt pour le patrimoine français et pour la généalogie, pour moi, c'est quasiment la même. C'est effectivement de retrouver des traces du passé qui prennent des formes parfois extrêmement différentes, vivantes ou simplement matérielles, mais voilà, qui se connectent les unes avec les autres et qui racontent beaucoup de choses. J'aime de façon générale beaucoup les lieux. J'aime les faire visiter. Ici au Palais, par exemple, j'accueille fréquemment des visiteurs qui me demandent de leur faire découvrir le Palais du Luxembourg. Et quand on fait visiter le Palais du Luxembourg, on parle de Marie de Médicis, de l'assassinat d'Henri IV. On parle des architectes qui se sont succédés ici, qui ont transformé la maison. Et donc, ça me paraît vraiment un ensemble, je dirais, difficilement dissociable. Je vais laisser la parole à Greg Wolf pour un autre sujet, Vincent Eblé. En tant qu'homme public, en tant qu'homme politique, on souhaitait aussi vous interroger sur des sujets d'actualité de notre profession, si vous le voulez bien. Bien sûr. Et je vais laisser Greg entamer le prochain sujet, Greg. Vous avez la parole. On voulait aborder avec vous un sujet dont on a de nouveau beaucoup parlé ces derniers temps, suite à une proposition de loi des tests ADN généalogiques. Est-ce que vous comprenez déjà pourquoi en 2026, la France est le seul pays d'Europe à encore interdire ces tests ADN ? Puisque vous posez la question de cette façon, je vous répondrai non, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. On a aujourd'hui des millions de personnes qui ont fait réaliser des tests généalogiques. On en a chez tous nos voisins, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie, partout en Europe, bien au-delà, aux États-Unis, en Israël, que sais-je. Et donc, on est bien les derniers en la matière à se préoccuper de cette question. Or, elle est quand même tout à fait centrale. Certains qualifient les tests généalogiques de tests récréatifs. Si c'est véritablement récréatif, je ne vois rien qui interdise de le rendre accessible à tous. S'il y a, ce qui est possible, d'autres problématiques liées aux problèmes, je dirais, de connaissance de ses origines, de recherche, je dirais, de ses origines, de certaines filiations qui se sont perdues ou qui sont tenues secrètes, je dirais, on nous rétorque que ça peut entraîner la connaissance de ses origines, des perturbations, des bouleversements. Moi, je n'ai jamais vu véritablement ces perturbations dans les pays où l'accès aux tests généalogiques est rendu possible. Par contre, je sais bien que pour de nombreux concitoyens, le fait de ne pas connaître ses origines, c'est une perturbation majeure dans la construction
de son identité. Les Françaises et les Français, comme n'importe quel habitant de la planète, ont, le souhait, et c'est bien naturel, de connaître leurs origines. Et on ne peut pas, sous le sceau de je ne sais quel secret, interdire cette recherche. Je ne vois rien qui l'autorise. La presse est emplie d'anecdotes liées à des reconstitutions familiales qui se sont faites, à partir de tests génétiques. Et donc, moi, je serais très favorable à une législation beaucoup plus libérale en la matière. J'ajouterais que la France, on le disait tout à l'heure en parlant de la puissance de notre conservation d'archives en France depuis de très nombreuses années, était et est toujours un des leaders, mondial de ces questions de la recherche historique et de la recherche archivistique, et nous nous sommes interdits de faire prospérer nos entreprises françaises sur ce segment, qui est un segment économique avec un marché comme n'importe quel autre, au motif, d'une frilosité en matière de législation sur l'autorisation des tests génétiques. Donc moi, je serais totalement favorable à ce que on fasse évoluer la loi française sur ce sujet. J'y étais déjà favorable au moment, des discussions sur la loi bioéthique, il y a quelques années, qui malheureusement, nous n'avions pas réussi à cette époque à faire entendre, la demande, en particulier des généalogistes professionnels. Et donc, si on peut retrouver un véhicule législatif, il y en a un qui a débuté d'être examiné à l'Assemblée nationale, qui viendra peut-être dans un second temps au Sénat, mais en tout cas, pour ma part, je serais très favorable à un processus de cette nature. Non, votre position est très claire en tout cas. Alors moi j'ai été moi-même auditionné par la commission des lois pour apporter mon expertise en tant que généalogiste professionnel. Et j'ai ensuite suivi tous les débats en commission, les différents amendements des différents partis politiques. J'ai été assez effaré par les arguments évoqués par ceux qui voulaient maintenir l'interdiction, qui font parfois preuve d'ignorance, voire de totale désinformation. Donc comment, d'après vous, il faudrait s'y prendre pour avoir un débat qui repose plutôt sur des faits concrets plutôt que sur des postures politiques ? Je ne sais pas, c'est une vraie question. Sans doute il faut, entreprendre, avec son petit bâton de pèlerin, un travail de conviction, de dialogue, de communication et de conviction auprès de mes collègues. Vous parlez du travail qui a été engagé à l'Assemblée nationale à propos de la commission des lois, mais dans le cadre et dans le principe du bicamérisme et de la navette parlementaire, les choses viendront évidemment ensuite au Sénat, quoi qu'il faut trouver aussi dans notre agenda parlementaire qui est surchargé un créneau disponible pour pouvoir faire prospérer ce texte de loi en particulier. Mais on peut y réfléchir et en parler avec un certain nombre de nos collègues. Moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire de déverrouiller, cet élément. Oui, je pense qu'il faut travailler sur la conviction. Oui, d'accord. Parce qu'il y a plusieurs associations qui sont mobilisées justement dans cette période, que ce soit les personnes nées sous X ou les personnes nées de PMA. Mais face à leur volonté d'accéder à leurs origines personnelles, on leur répond souvent par le respect de la vie privée de la mère ou du donneur. Donc ça nécessite aussi de faire évoluer des lois un peu plus anciennes. C'est pas que la légalisation des tests. Il y a un paradoxe en fait entre la promesse faite à des personnes qui ont accouché sous X et la promesse faite à ceux qui souhaiteraient retrouver justement. Oui, on a un certain nombre de textes dans le droit international qui promeuvent l'idée, de faciliter la recherche des origines.
plusieurs textes, y font explicitement référence, y compris des textes que la France a validés, et dont elle est signataire. Donc il va bien falloir dépasser cette contradiction, parce que si on doit respecter absolument, l'intention d'anonymat de certaines mères ayant accouché leur enfant sous X, les droits de l'enfant lui-même, doivent être reconnus. Et ils sont au moins aussi puissants, et je le redis, du point de vue de la perturbation dans la construction, de l'estime de soi, de sa propre connaissance, etc. Moi, je serais bien intéressé de mesurer, les effets négatifs de l'impossibilité pour un certain nombre de personnes de connaître véritablement leur origine. C'est une violence, considérable que de ne pas permettre à des personnes de mieux connaître, d'où elles viennent, quelle est leur histoire personnelle et familiale. Et donc, encore une fois, c'est douleur contre douleur. Je ne vois rien qui permette de faire primer l'une sur l'autre. Oui, d'où la nécessité d'avoir un vrai débat et de légiférer à terme de toute façon, et il y a sûrement des solutions. Mais en tout cas, je pense qu'il y en a. On va aussi essayer d'y participer. Après, à notre niveau, je ne dis pas qu'il faut un dispositif sans aucun contre-feu. Oui, il faut que ça soit encadré. Exactement. Mais les solutions existent. Bien évidemment, mais on peut trouver des éléments, à partir du moment où, la mère, par exemple, a disparu. Ça pourrait être un des seuils, qui pourrait permettre de franchir cet interdit. Alors, Vincent Hélier, il y a un autre sujet qui nous préoccupe au sein de notre association professionnelle, UProjet, et qui concerne la réglementation de notre profession. Comme vous le savez, notre métier ne l'est pas. Comme assez peu de métiers finalement, il y a les coachs, il y a quelques catégories de métiers non réglementés, et je souhaitais juste recueillir votre regard sur cette absence de cadre et donc quelque part de garantie pour les clients qui cherchent de l'aide pour retracer leur histoire. Alors moi je précise qu'à l'UProjet, nos adhérents adhèrent individuellement à une charte éthique, donc nous on a mis en place un cadre qui peut rassurer. Mais qu'est-ce que vous pensez? C'est un minimum, comme vous le dites. Et qu'est-ce que vous pensez de ces professions qui n'ont pas aujourd'hui de cadre réglementaire? Oui, on pourrait imaginer que ce cadre, soit confirmé par des éléments de nature réglementaire. Je ne pense pas que ça relève forcément de la loi, qui ne peut pas tout traiter, mais il pourrait y avoir tout à fait un dispositif réglementaire. C'est peut-être une question à examiner avec les professionnels des archives de façon générale, de voir comment votre profession pourrait être mieux connue, mieux répertoriée. Que un minimum de qualification puisse être, attesté de façon à faciliter, le lien avec la clientèle qui s'intéresse à vos prestations. Avoir des garanties en quelque sorte pour les consommateurs, puisque c'est un service qui est rendu contre rémunération. Je pense qu'on peut tout à fait imaginer un cadre un peu plus structuré. Moi, je n'y serais pas hostile, mais au contraire. En tout cas, ça fait partie de nos sujets. On n'hésitera pas à vous solliciter, monsieur le sénateur, si vous nous autorisez. Bien sûr. Nous arrivons, Vincent Hélier, au terme de cet entretien. Mais j'aurais une petite dernière question à vous poser. C'est en regardant votre CV. J'ai vu que vous étiez un ancien élève de Sciences Po Paris. Et j'imagine votre attachement pour cette prestigieuse école. Et est-ce que vous ne pensez pas que la généalogie pourrait faire partie de l'enseignement délivré rue Saint-Guillaume? Est-ce que ce regard sur l'histoire de nos compatriotes et ce formidable accès à la culture administrative de la France, si je peux l'appeler comme ça, ne devrait-elle pas être enseignée? Oui, je vais peut-être vous surprendre, mais ça l'est déjà. Enfin, peut-être par la petite porte. Parce que lorsque moi-même j'ai poursuivi, les enseignements de l'Institut d'études politiques de Paris, j'avais opté pour un séminaire de généalogie
à l'intérieur de la maison, ou un professeur d'histoire contemporaine, à la fois sociologue, historien, qui avait beaucoup travaillé sur l'évolution de la société française au travers de données d'ordre statistique, étudier des phénomènes comme l'exode rural, des choses de cette nature, l'industrialisation, avait senti qu'il lui manquait, je dirais, des clés de compréhension qui se jouaient, je dirais, de façon non plus macro-économique ou sociologique, mais micro, à l'intérieur de l'histoire des familles, dans des stratégies d'alliance. Et donc il avait imaginé ce séminaire avec des étudiants. Et, comme j'étais déjà à l'époque intéressé par ces sujets, je m'étais inscrit à ce séminaire. Et donc nous avions quelques étudiants, une quinzaine, un nombre relativement limité, mais construit nos arbres généalogiques ou identifié nos structures familiales de façon à observer comment les choses pouvaient fonctionner. Voilà, est-ce qu'il y a des véhicules de la promotion ou au contraire de la décélération sociale? La censure sociale, c'est quoi? Ça marche par quoi? Bon, ça marche par exemple par l'armée, incontestable, singulièrement dans les périodes de troubles, là où on a des ascensions sociales, la période révolutionnaire et l'Empire sont absolument extraordinaires de ce point de vue, parce que comme on écarte, je dirais, de responsabilité des officiers généraux, un certain nombre de personnes issues de l'aristocratie, on les remplace par des soldats issus du rang. Et on est un très bon exemple, mais il est général la même année que Hoche, Bonaparte et beaucoup d'autres, pendant qu'on raccourcissait quelques aristocrates avec la guillotine, on a promu de jeunes talents, et donc très jeunes d'ailleurs, très très jeunes. Ça pourrait surprendre aujourd'hui. Ah oui, Hoche particulièrement. Bah oui, absolument. Et donc on avait fait ce travail à Sciences Po, je dirais, de façon, approcher de façon sensible et plus personnelle ces évolutions, je dirais, de positionnement social à l'intérieur de la société française, mais c'est certainement très intéressant. Je pense que ça intéresserait pas mal d'élèves. Vincent Eblé, un grand merci pour votre participation à Racines et Récits qui nous a permis de découvrir votre passion, mais aussi votre regard éclairé sur notre profession. Et surtout, merci de nous avoir fait partager cet échange dans ce cadre prestigieux qu'est le Palais du Luxembourg. Un grand merci, Vincent Eblé. C'est moi qui vous remercie. Vous venez d'écouter Racines et Récits, saison 2, épisode 11. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est animé par Stéphane Demazure et Greg Wolf et réalisé par Julien Riquier. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association, upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode le 12 juin. À bientôt et merci de votre fidélité.